Donc rebonjour et bienvenue donc dans le top film 2018. Donc cette année j'ai vu beaucoup de films, j'en ai vu 93 au cinéma, ce qui fait quand même beaucoup, hein, on va se l'avouer. Et j'en ai vu quelques autres, je crois une dizaine, 10, 11 hors cinéma qui sont soit des films Netflix, soit des films vus sur d'autres plateformes légales. Et voilà, ce qui ramène le tout à 103, 104 films. Ce qui fait quand même un résultat pas mal euh, sur l'année 2018. Donc c'est que des films qui sont sortis dans ce top et dans le flop en 2018, uniquement en 2018 en France. En France, je précise en France, parce qu'il y a des films qui sont sortis avant, qui sont sortis en 2017 et j'en parlerai pas, hein, voilà. Mais ceux qui sont sortis en 2017 par exemple ou en 2016 dans leur pays d'origine respectif et qui sont sortis en 2018 ici, on va en parler. Donc voilà, je vais attaquer d'abord par les mentions honorables, donc des films qui sont pas dans le top 10 mais qui méritent d'être quand même un peu parlés parce que ils sont très bien et il faut en parler. Donc on va commencer par L'homme qui tua Don Quichotte, donc de Terry Gilliam. Terry Gilliam qui a quand même mis 20 ans à faire son film, c'est pas rien, ouais. Et j'avais vu Lost in La Mancha juste avant. Et Lost in La Mancha présente vraiment cet aspect cataclysmique, enfer de production qu'il a eu pour faire ce film. Et c'est génial. Franchement, c'est une vraie revanche sur la vie, sur la nature, ce film. Rien que d'exister, c'est beau. Le film est pas à la hauteur des espérances, de mes espérances, des espérances de tout le monde en fait, même de Terry Gilliam lui-même, parce que il a eu du mal vraiment à le produire et c'est dommage qu'il ait pas pu faire tout ce qu'il voulait. Il y a des plans de L'homme qui tua Don Quichotte qu'on voit dans Lost in La Mancha, on voit la base du truc et on fait putain, c'est vrai, ça y est, il a réussi, il a réussi. Et voilà, il mérite quand même d'être mentionné parce que c'est un bon film et ça y est, il est enfin sorti. Voilà, bravo poto. Ensuite, on va parler de The Guilty. Donc The Guilty, c'est un film danois qui raconte l'histoire d'un gars qui est SOS secours dans la police. En gros, c'est un gars qui va recevoir tous les appels, qui va te mettre en relation avec les policiers ou quoi, ou qui va te dire les policiers vont arriver, etc. Et en fait, ce que j'ai adoré, c'est le concept, c'est le fait que le mec soit dans une pièce et qu'on n'ait pas une seule vision du drame qui est en train de se dérouler au téléphone. On a juste la conversation téléphonique, on a juste le gars dans la pièce, et c'est tout. Et la simplicité fait des fois les films les plus efficaces, et là c'est le cas, c'est vraiment le cas, c'est génial. Il y a une tension à travers la discussion entre le protagoniste et donc les personnes qu'il a au bout du fil qui est géniale. Il y a des moments qui sont juste géniaux, et puis le film marche, c'est tout, hein, voilà. Donc The Guilty, à voir, absolument. Donc le prochain film dont j'ai envie de parler, c'est quand même L'Empereur de Paris. L'Empereur de Paris qui est le film de Jean-François Richer, donc le réalisateur des deux films Mérine, avec Vincent Cassel, donc le duo est de retour, et ça fait super plaisir. C'est juste beau, les acteurs jouent bien, sauf l'actrice principale, pas Olga Kurylenko, l'autre, qui joue dans un surjeu un peu, c'est bizarre. Mais à part ça, les acteurs français sont bons, la réal est bonne, les décors, enfin la reconstruction de Paris, c'est juste beau, c'est l'histoire de Vidocq, le premier détective privé de France, et, et c'est très cool, et il faut voir ça, c'est vraiment quelque chose que il faut voir. Voilà, quand on dit les films français c'est de la merde, bah, je suis pas d'accord, tu vois l'Empereur de Paris, c'est juste méga génial, c'est tout, hein, voilà, il faut le voir. Les deux films suivants dont j'ai envie de parler, ce sera Hérédité et Ghostland. Donc Hérédité et Ghostland qui sont deux films d'horreur. Donc je comprends que les films d'horreur ça puisse choquer certains, enfin choquer, pas choquer, mais ça puisse rebuter certains.
qui se disent ah voir des films d'horreur, ah non moi jamais, jamais, jamais. Mais pourtant ça fait partie du cinéma, donc il faut en parler. Et que dire? Hérédité très bon, mais petit bémol, les 30 premières minutes sont assez longues. Il faut vraiment vouloir rentrer dans le film, mais une fois qu'on rentre dedans, c'est génial. C'est quelque chose qui que c'est un film d'horreur génial. Il y a pas de jumpscare, c'est tout par les arrière-plans, enfin ce qui se passe en arrière-plan. Tout ça, c'est plein de petits détails qui, quand tu revois le film, tu fais oh, putain, oui, d'accord, j'avais raté ça, j'avais zappé ça, et tout est lié. Et Ghostland, film français, ma couille, voilà, j'ai envie de vous dire. Et c'est génial, c'est un bon film français, il y a quelques jumpscares, mais ça marche bien, et bah, je suis désolé, mais Ghostland, grosse réussite. Et il est pas dans le top, mais j'aurais eu plus de place, je les aurais mis, voilà, c'est les mentions honorables, c'est comme ça, on peut rien y faire. Voilà. Donc, film suivant, Saltan à l'hôtel El Royal de Drew Goddard, donc celui qui a fait La cabane dans les bois. La cabane dans les bois, film wow, c'était quand même quelque chose, La cabane dans les bois, assez fucked up, mais un très très bon film, faut le dire. Et il revient pour Saltan à l'hôtel El Royal, et c'était génial. Enfin, les acteurs sont bons. En même temps, Jeff Bridges, tu mets Jeff Bridges, Chris Hemsworth, enfin, les acteurs ils sont fous, la réal elle est folle. Il y a des plans qui s'imprègnent en toi, qui font waouh, c'était trop beau. Enfin, je veux dire, rien que dans la bande-annonce, tu vois la bande-annonce, tu te dis putain, ce film il va défoncer. Et il a défoncé. Et voilà. Donc, oui, Saltan à l'hôtel Royal. J'ai pas grand chose à en dire parce que c'est quelque chose qu'il faut voir à mon avis, en étant vierge de principe et d'attente, en se disant ouais j'ai vu la bande-annonce, allez on va voir ça et voir ce que ça donne. Et au final, c'est très bon. Film suivant, donc film suivant Upgrade. Upgrade qui est lui réalisé par Lee Whannell. Lee Whannell, le gros pote à James Wan. Il joue dans tous ses films. Il joue dans Saw, il joue dans Insidious, il joue dans Aquaman. Aquaman, c'est le conducteur de l'avion. Je crois que je l'ai vu, ouais. Ouais, enfin, que je l'ai vu. Oui, j'ai vu Aquaman, mais que c'est bien lui en conducteur de l'avion. Et voilà, Lee Whannell, donc... je veux dire, là, la réal est folle. Il y a des plans, il y a des trucs, mais c'est juste dingue, quoi. Il y a... Oui, donc quand on te dit j'ai jamais vu ça au cinéma, bah là, oui, il y a des trucs, t'as jamais vu ça au cinéma, et c'est rafraîchissant, c'est bon, ça fait du bien. Ça fait du bien au cinéma. Avoir des trucs comme ça, c'est cool. Voilà. Voilà, voilà. Et en plus de ça, scénaristiquement, ça a beau être simple comme bonjour, cette histoire de mec qui se fait tabasser, la femme qui se fait buter, et lui paraplégique, on lui met une puce, ça a beau être simple, il y a des petites subtilités qui sont pas mal. Pas mal du tout. Donc voilà, Upgrade, film à voir, encore. En même temps, tous les films qui vont être là dans cette vidéo, faut les voir. J'espère. Film suivant, Under the Silver Lake, de David Robert Mitchell. Donc David Robert Mitchell, c'est le réalisateur de It Follows, film d'horreur génial. Un des meilleurs films d'horreur de cette décennie 2010. Voilà, c'est... Et là, il revient avec un film Under the Silver Lake, un film un peu bizarre qui dépeint la paranoïa entre guillemets inhérente aux habitants de Los Angeles, parce que c'est vraiment une ville qui étouffe les personnages et le film est compliqué. Le film est très compliqué. Le film, il vous laissera, soit il vous laissera de marbre et vous vous en foutrez, soit vous allez adorer comme moi j'ai adoré et j'ai été sensible à ça, voilà, c'est tout. Mais c'est quelque chose que je comprends, que ça vous plaise pas, quoi. Mais il est génial pour moi et c'est pour ça que je l'ai mis dans les mentions honorables. C'est tout. Donc voilà. Donc dernier film avant d'attaquer le top, Love Simon. Donc Love Simon, c'est un film qui parle d'un gars qui est gay, ou SQL, et qui le cache parce que
Il en a un peu honte, il sait pas comment son entourage va réagir, et au final tout le monde le découvre salement sur un forum ou quoi. C'est assez triste, et voilà, niveau réalisme du truc, bon c'est peut-être pas réaliste pour certains, mais je trouve que ça dépeint au mieux les homosexuels, quoi. Enfin, c'est pas non plus le gars fragile, c'est pas le mec qui fait sa cage aux folles, c'est quelque chose qui est même pas entre les deux, c'est un mec normal, c'est un mec lambda, et la réaction qu'a son entourage m'a touché, c'est quelque chose que... Alors je suis pas homosexuel, mais j'ai compris le problème qu'il y avait à l'être alors qu'on est quand même en 2018, et le film le montre, et c'est beau. C'est quelque chose qui m'a touché, et c'est quelque chose que j'espère vous regarderez, parce que bah, c'est un bon film. En plus, il y a le gars qui joue dans Jurassic World, je crois. Oui, c'est le premier, hein. C'est le gars qui joue le grand frère, là, qui chasse les minettes au lieu de s'occuper de son petit frère. Bah voilà, c'est ça. Et Et il est génial dans ce rôle-là, c'est tout. Voilà. Bon, eh bien, on va commencer à parler du top 10. Donc, dans le top 10, j'ai mis en 10e position Tag et Game Night. Donc, Tag et Game Night sont deux comédies américaines sur le principe du jeu, donc je les ai mis ex aequo, pour moi. Même si Tag est juste un tout petit peu au-dessus, sûrement parce que je l'ai vu en dernier et parce que la morale qui est dépeinte et me touche plus, mais c'est deux très bons films. Donc le résumé de Tag, c'est des personnes, donc des amis d'enfance, qui jouent à une partie de chat. La partie de chat qui se déroule sur 30 ans, une histoire vraie en plus. Et en fait, une fois par mois, donc il y a le jeu du tag. Et ils essayent donc de ne pas se faire rattraper. Donc en fait, il y a un perdant et tous les autres sont gagnants, quoi. Et il y en a un, il s'est jamais fait attraper de toute l'histoire enfin, ça fait 30 ans qu'il joue à ce jeu et il s'est jamais fait attraper du tout. Et il est incarné ici par Jeremy Renner, qui fait des trucs à la Sherlock de Robert Downey Jr. juste extra. C'est fou, Voilà, Jeremy Renner, bon acteur, bah oui, oui, voilà. GG Poto. Et donc Game Night, qui lui raconte donc l'histoire d'un gars qui est un petit peu en infériorité par rapport à son grand frère, parce que bah, son grand frère réussit tout dans la vie, il a une super voiture et tout, et etc. Et il est super bon aux jeux de société. Donc en fait, ils se font des soirées jeux, c'est un cercle d'amis qui se fait une soirée jeux. Donc il y a ce grand frère qui revient, et le petit frère donc a décidé de le battre pour une fois pour toutes. Et donc, ou alors c'est le petit frère, je me souviens plus, faut que je revoie le film. Mais donc il y a toujours ce petit donc cette rivalité entre les deux, et là ils vont jouer à une murder party qui au final est bien réelle. Donc c'est deux films coup de cœur qui sont en 10e position, donc forcément ils sont coup de cœur, oui, merci, voilà. Mais je vous les conseille fortement parce que bah, c'est des feel-good movies avec une belle morale à la fin, et voilà, que dire de plus? Rien. Voilà. 9e position, 9e position, allez. Donc en 9e position, j'ai mis Halloween. Alors Halloween, je suis un gros fanat de films d'horreur, ça faut le savoir. Et Halloween, j'adore. Donc c'est le quatrième second Halloween, parce qu'en fait Halloween s'est fait rebooter beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois. Donc là on garde le premier et puis il y a celui-là, ce qui est un peu bizarre parce qu'il y a une incohérence, genre je crois que dans le premier, Jamie Lee Curtis ne sait pas que Michael Myers c'est son frère, mais là elle le sait. Donc je crois que c'est dans le 2 que c'est révélé. Je revoyais des anciens, mais en tout cas voilà, donc Jamie Lee Curtis qui revient, comme dans H20 ou H2O. Je sais jamais comment le prononcer, celui-là, c'est celui qui était du coup le deuxième avant celui-là. Compliqué, compliqué. Et voilà, et là il y avait plein de petites références cachées aux anciens Halloween, enfin surtout au premier, parce que bah du coup c'est justement la suite.
et c'est fou, c'est génial comme film. J'ai adoré, et le jeu du chat et de la souris entre Michael Myers et sa sœur, donc fonctionne très bien. En plus, il y a la famille, il y a la fille de Jamie Lee Curtis, qui est jouée par une actrice qu'on voit souvent dans Jurassic World. Elle a joué aussi, elle aussi, qui est juste folle. Les personnages secondaires sont fous, et c'est très bien. Il y a un tout petit twist, mais qu'on voit venir à 3000 km. Mais le twist final, là on l'avait pas vu. Là, on l'avait pas vu venir, et c'était juste fou. Donc voilà, très très bon film. Donc, en huitième position, j'ai mis How to Talk to Girls at Parties. Donc, How to Talk to Girls at Parties, c'est un film inspiré de l'univers d'un comics de Neil Gaiman, ou d'une nouvelle de Neil Gaiman. Donc, Neil Gaiman, c'est l'auteur de American Gods, de Sandman, des Mauvais Présages. Donc, c'est un auteur génial que j'adore. Voilà, donc c'est peut-être pour ça qu'il est dans le top en même temps. Et c'est un film assez bizarre, c'est pour ça que les gens ont sans doute dû passer à côté. Et c'est vraiment dommage, parce que du coup c'est assez fucked up, mais dans le bon sens du terme. C'est un peu comme Under the Silver Lake. Je comprends qu'on soit complètement hermétique à ce genre de cinéma, mais c'est quelque chose que moi personnellement ça me parle, et en plus là c'est du Neil Gaiman, donc ça a tout pour me plaire. Donc l'histoire, c'est un jeune qui est fan du rock, de punk, de tout ce qui est cette ambiance musicale-là, qui a un fanzine et qui essaye de se faire connaître dans le milieu. Et en fait, il va aller à une after assez bizarre, assez spéciale, avec des trucs genre LSD et tout. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout LSD et tout, c'est des extraterrestres qui sont en visite sur Terre. Et il va tomber amoureux d'une extraterrestre qui est incarnée par Elle Fanning. Et ils vont entretenir une relation assez bizarre, assez complexe. Et c'est, pour moi, une réussite. C'est quelque chose que j'ai adoré regarder, et qui malheureusement n'a pas séduit grand monde, comme je le dis, et qui n'a pas non plus séduit les producteurs et les distributeurs surtout, pour le distribuer en France, parce qu'il a été distribué dans très 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 peu de salles. Et j'ai eu la chance de le voir, donc j'étais assez content. D'ailleurs, on n'était que 5 dans la salle, c'était un peu navrant, mais le film était bon, et au final, on est tous ressortis avec le sourire, quoi, parce que c'était un bon film. Donc voilà, How to Talk to Girl at Parties, le nom est compliqué, il est huitième. Voilà. En huitième position, j'ai mis Black Landsman. Donc Black Landsman, qui est une histoire vraie, encore, d'un... C'est un noir, en fait, il a infiltré le Ku Klux Klan. C'est con comme ça, mais c'est étonnamment drôle. Et le fait que ce soit une histoire vraie te dit, putain merde, ça s'est vraiment passé. Et tout le film, t'es là, et les acteurs sont bons, et c'est une folie, ce film. C'est une folie. C'est une folie ce qui s'est passé déjà de base. Donc le film l'a dépeint de bien belle manière. Il y a un passage vers la fin assez dur, très dur, un petit retour à la réalité pour te dire que voilà, là t'as vu pendant quasiment 2 heures que c'était assez drôle, mais que bah, la situation des Noirs n'a pas évolué. En fait, aux États-Unis, c'est toujours la même merde, ils se font toujours emmerder par le Ku Klux Klan, et c'est horrible. Et voilà, voilà. Ambiance. Donc, septième position, j'ai mis A Silent Voice. Il est sorti 2016 au Japon, 2015-2016 au Japon, 2018 en France. On l'a attendu. Donc j'en entendais que du bien. J'ai pas regardé, ne serait-ce que la bande-annonce, j'ai rien vu. Rien. J'ai voulu y aller vierge de toute attente. Et au final, le film est génial, le film est beau, le film est sincère, le film est touchant. Donc c'est l'histoire d'un gars qui harcelait sa camarade de classe en primaire parce qu'elle était sourde. Et il se prend un retour de bâton, dans le sens où après avoir harcelé cette fille, il se fait harceler à son tour. Et le retour de bâton est poussé à l'extrême, parce que bah, il se referme sur lui-même, et
et c'est dépeint de... Enfin, la façon dont tu vois qu'il s'est refermé sur lui-même est très, très, très intelligemment faite, et c'est quelque chose que j'ai apprécié. Parce qu'il y a toujours un moment dans notre vie où on se referme forcément sur nous-mêmes, et dans l'adolescence, je veux dire, et c'est quelque chose qu'il dépeint de bien belle manière, quoi. Qui, 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 qui te montre que, voilà, va vers les gens, vis ta vie, quoi. C'est le passé, et reste pas enfermé là-dedans. Et c'est beau, et en fait, il va essayer donc, du coup, de devenir ami avec cette fille qu'il a harcelée, et, et je vais pas en dire plus, mais le film est beau, le film est touchant, et c'est le meilleur film d'animation, selon moi, en 2018. J'ai pas vu Spider-Man, gros fan de Spider-Man, donc mes attentes ne pourront pas être au-delà de ce que je pensais. Enfin, en fait, au niveau des attentes, il est forcément en dessous, donc il sera forcément pas dans le top, et il sera forcément pas film de l'année pour moi en 2018. C'est clair, net et précis, c'est... Je peux pas. Je suis un trop grand fan de Spider-Man pour être conquis. Pour qu'on me dise, hé, va voir ce film, il est bien. Voilà. Parenthèse fermée, voilà. Donc oui, Silent Voice, meilleur film d'animation de 2018 pour moi. Subjectivement, c'est moi qui fais le top, donc forcément, bah, c'est pour moi. C'est pour ma gueule. On attaque maintenant le top 5. Le top 5, donc en 5ème position, j'ai mis Avant que nous ne disparaissions de Kyoshi Kurosawa, ou aussi appelé Sanposoru no Shinryukusha. La balade de l'envahisseur, en français. Oui, c'est pas du tout Avant que nous ne disparaissions, mais voilà. Donc, ça raconte l'histoire d'une invasion extraterrestre. Je vais pas dire plus que ça, parce que ce film mérite qu'on s'y attarde. Ce film est sorti dans très peu de salles. Ça m'a déçu, ça m'a déchiré. Je me suis fait baffer pendant 2 heures sur ce film parce qu'il était génial, qu'on n'avait jamais vu ça, que c'était très bien fait, que oui, il y a le surjeu Kabuki qui est encore là, mais tu fais abstraction de ça. En fait, faut regarder Sonotion. Enfin, moi, je me suis mis au cinéma japonais depuis Why Don't You Play in Hell de Sonotion, qui est juste une claque ultime de réalisation. Pas de jeu d'acteur. Quoique le jeu d'acteur un petit peu. Mais voilà, c'est le cinéma japonais. Une fois qu'on s'y est adapté, on peut apprécier des films de ouf. De ouf. Malade. Voilà. Avant que nous disparaissions, il est 5ème, mais c'est pas pour rien, c'est parce que l'idée derrière le film est géniale, et j'ai pas vu Invasion, parce que bah, j'étais malade le jour où ils le passaient, ils l'ont passé qu'un seul jour. Invasion, qui est donc la suite de ce film, et comment vous dire que j'ai été déçu de pas le voir. Voilà, voilà. Mais Avant que nous disparaissions, il est dans Stop, voilà. Il fallait en parler parce que bah, il est sorti en 2018 en France, et que le film a assez plu pour faire une suite. Donc voilà, très cool. Numéro 4, En liberté. Donc, En liberté, c'est ma claque comédie de l'année. Je sais. Donc, ma claque comédie de l'année parce que bah, c'est un film qui est trollissime as fuck. J'ai failli mourir de rire. Mourir de rire, il faut. Et mon rire est tellement communicatif que la salle a ri. Et le film est drôle as fuck, mais c'est incroyable. La réalisation est folle aussi, putain, mais pour un film comique français, quand on dit film comédie française, tu penses à la 2 et des merdes dans le genre. Non, moi je te sors comédie, et comédie, il est juste... La première scène, c'est une scène de film d'action de John McClane, de Die Hard, mais les bons Die Hard, hein, les bons Die Hard, pas le 5, s'il vous plaît, respectez-vous. Et il est génial ce film. Donc c'est l'histoire d'une veuve qui apprend que son mari est un connard au début, puis un époux, puis elle a de plus en plus une mauvaise image de lui. Et donc il y a cette scène à la John McClane, à la Die Hard qui s'enchaîne sur des moments, un passage un peu révélation, et il y a cette scène, mais sous un autre angle,
où elle s'imagine la scène, mais différemment, parce que bah, cette scène, elle la raconte à son gosse pour dormir. Et donc, elle va rencontrer un gars qui va sortir de prison, qui a été condamné à tort par son mari, qui est incarné par Pio Marmaille. Pio Marmaille, acteur français fétiche du moment, c'est voilà, c'est mon bébé. C'est voilà, donc non, je l'ai vu dans toute première fois, c'était la folie déjà ce film, mais là, bon, moi c'est une confirmation, là, c'est Pio Marmaille, voilà, bisous Pio. Non, franchement, j'ai été sur le cul. C'est un des meilleurs films français. C'est le meilleur film français de l'année, hein. C'est la claque de l'année. C'est lui. Il m'a fait rire. Les bandes annonces, elles montrent très bien l'esprit absurde que c'est et c'est beau. Voilà. Top 3 maintenant. Donc le top 3, donc en troisième position, La forme de l'eau. Alors, La forme de l'eau, je vais pas trop en parler parce que tout le monde en a parlé. Tout le monde en a dit que du bien. Bah, il y a eu des Oscars, c'est pas pour rien. Guillermo del Toro, GG à lui. Et GG ma couille, hein, en même temps c'est mérité. Et voilà, donc c'est l'histoire d'une femme qui est muette. Encore un truc lien avec Silent Voice, voilà. Hein, qui oui, parce que ça signe beaucoup dans les deux, qui donc est femme de ménage dans un labo et qui va rencontrer donc cette forme aquatique qui est tout droit tirée de The Creature of the Black Lagoon. Voilà. Je me souviens plus du titre français du tout, mais pas de Hellboy du coup. Hein. Elle vient pas d'Hellboy, hein, c'est pas Abrams, c'est de là que ça vient. Et Guillermo del Toro prouve son amour pour les monstres, c'est tout. Lui, en fait, dans le film La créature du lagon noir, un truc comme ça, enfin, je le dis en français là, bah, lui, il est pour la créature, et il est pas pour les humains, voilà, c'est tout. Vous savez que s'il y a une invasion de monstres, vous êtes dans la merde avec Guillermo del Toro, parce que lui, il va inviter le monstre chez lui, il va dire vas-y, on se fait un barbecue d'humains, voilà. Non, mais voilà, c'est la musique, Alexandre Desplat, fantastique. Tu l'écoutes, tu la réécoutes, tu la réécoutes, tu tombes amoureux, c'est tout. Puis même les personnages sont émouvants, l'une des meilleures histoires d'amour de notre siècle. Non, mais c'est touchant, c'est beau, c'est voilà. Voilà. Numéro 2. Numéro 2. Bohemian Rhapsody. Donc celui-là, je sais que beaucoup de gens seront pas d'accord avec moi. Comment t'as pu aimer alors que toi t'es un fan de Queen? Alors oui, je suis fan de Queen. Je suis déçu qu'il n'y ait pas eu le petit duo avec la cantatrice. Rami Malek joue comme un dieu. Oui. Et c'est un mensonge. Ce film est un gros mensonge et je suis bien au courant. Je sais que le producteur qui a refusé Bohemian Rhapsody n'existe pas. Je sais que plein de choses ne se sont pas passées comme ça, mais c'est comme ça, c'est le cinéma. Le cinéma est un mensonge. C'est comme ça. Puis même, c'est Bohemian Rhapsody. Is this real life? Is this fantasy? Quoi? Les premières paroles de la chanson montrent bien pourquoi il a été choisi en titre. C'est que c'est pas forcément la réalité, c'est un fantasme un petit peu, c'est la version idéalisée de Freddy. Et après, quand on me dit des trucs du genre, il est mort du sida, mais c'est pas très bien montré dans le film, je suis désolé, mais je sais pas ce qu'il vous faut. Hein. Il y a la scène quand il est à l'hôpital, qu'il apprend qu'il a le sida, il y a la scène où il révèle qu'il a le sida, et en plus de ça, tu vois bien que ça le motive, dans le film, hein, à faire le live aid. Enfin, je sais pas ce qu'il vous faut de plus, mais pour moi, on voit bien que le sida, c'était quand même une grosse galère pour lui. Et puis même le côté homosexuel, on le voit pas trop. Gars, la moitié du temps, il traîne avec un monsieur moustachu. Tu crois que c'est pourquoi il se fait des orgies chez lui avec... Enfin non, sans ses chats, mais voilà. Je suis désolé, mais Bohemian Rhapsody marche, il marche en tant que film. Je l'ai jugé en tant que film, je l'ai jugé en tant que, 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 que film Queen, et je suis désolé, mais le Live Aid, même si on l'a sur YouTube, franchement, le voir au cinéma, je suis pas contre. Voilà, je vais pas cracher dessus,
je suis fan de Queen, donc je vais pas cracher dessus sur le fait qu'on ait le Live Aid pendant 20 minutes. Au contraire, moi je suis à fond, je chante avec eux, hein. Voilà, donc j'ai vu ce film avec ma sœur, et ma sœur était en mode oh putain, il va chanter tout le film, il va chanter tout le film. Voilà, je suis désolé, mais ça marche. Il y a des films avec des BO de Queen dont ça marche pas. Flash Gordon, il y a la BO de Queen, bah ça marche pas parce que bah, le film est un peu un nanar. Il y a des films où il y a la BO de Queen, Highlander, et ça marche. Et il y a les films sur Queen comme celui-là, et ça marche, quoi. C'est tout. Je peux pas, subjectivement. Même si on me dit ce film c'est le plus mauvais film de toute l'année, eh ben, j'en ai rien à foutre. Pour moi, c'est un des meilleurs de l'année. Voilà. Et on va parler du numéro un. Le numéro un qui est juste génial, parce que bah, je l'ai revu il y a pas si longtemps que ça. Et en fait, bah, Bohemian Rhapsody était en un. J'ai vu Man on the Moon et Jim et Andy après, et j'ai revu ce film pour me dire était bien ce film, mais pourquoi il est pas dans le top? Et au final, oui, il est dans le top. Pas parce que je l'ai revu et que franchement, quand je l'ai vu, en fait, la première fois, j'étais pas vraiment dans les bonnes prédispositions pour le mettre premier, et là, je l'ai revu et j'ai fait, mais oui, mais c'est une claque ce truc. Pourquoi c'est pas premier? Donc c'est Disaster Artist. Disaster Artist, qui est donc le film sur un petit peu la genèse du film The Room de Tommy Wiseau. Et il est sorti en mars, et j'ai pas pu le voir au cinéma, et quand je l'ai vu, j'ai fait bordel, je l'ai pas vu au cinéma. Non, alors moi j'adore The Room. C'est un des pires films de l'histoire. C'est le meilleur pire film de l'histoire. Voilà, on va se le dire. C'est le meilleur pire film de l'histoire. Il faut le voir pour le croire. C'est quelque chose de génial. Et James Franco qui est dans les bottes de Tommy Wiseau et qui joue ce Tommy Wiseau de si belle façon, c'est fou, c'est lui. Le gars, c'est un très bon acteur, James Franco, qui s'amuse à jouer un gars qui joue mal. Et t'es là, tu fais. C'est hilarant, ce film est hilarant. Il y a tous les passages, tout. Il y a tout, et quand tu vois les comparaisons, c'est ça, c'est pour ça. Quand j'ai revu quand j'ai vu Man on the Moon et Jim and Andy, et que j'ai vu les comparaisons entre Jim Carrey et Andy Kaufman, et que j'ai vu qu'il y avait la gestuelle de Jim Carrey en plus, et que tu te disais oui, ok, donc c'est Andy Kaufman, mais avec la gestuelle en plus. Et là, quand j'ai vu The Room et Disaster Artist, effectivement, c'est hilarant. I did not hit her, I did not hit her. It's bullshit, I did not, I did not. Oh hi Mark. Mais je veux dire, ces passages-là, quand tu les vois dans Disaster Artist, quand tu les vois dans The Room, tu ris, tu ris. You're tearing me apart, Lisa. Mais c'est juste, c'est kiffant, c'est tout. Alors pour moi, avec le passif que j'ai d'avoir vu The Room il y a quelques années, à l'avoir revu récemment, avoir encore redéliré dessus, My Rose, t'as tellement de trucs dessus, c'est fou. Donc ouais, non, ce film a marché, ce film Disaster Artist avait marché, mais je savais pas qu'il était... Enfin, si vous voulez, quand je l'ai vu, je me suis dit oui, je le mettrai dans le top parce que bah, c'est un des bons films de cette année. Et puis au final, quand j'ai fait le top, j'ai fait putain, mais il y est pas lui. Vas-y, je vais le revoir. Et j'ai fait putain, premier, premier. Et donc voilà. Que dire de plus? GG, poto. Donc voilà, ça c'est mon top de l'année 2018. Pour voir le flop, donc ce sera sur une autre vidéo. Et voilà. Voilà. À la prochaine. Bisous.